faut dire que l'épargne, c'est une question de culture pour moi. Bon, c'est quoi? C'est-à-dire que c'était aussi l'objectif, c'était de mettre de côté. Oui, Voilà, l'objectif de mettre de côté pour faire face à d'éventuels besoins ou je peux dire, d'éventuels soucis que je pourrais rencontrer. Donc, voilà, mettre de côté. Voilà, c'était d'abord l'objectif, c'était de mettre de côté. Donc, j'ai commencé à épargner très tôt, depuis mes années estudiantines. depuis vos années Si, étudiantines. Ah, voilà, depuis super. mes années estudiantines, si je peux le dire ainsi. Voilà, j'ai toujours eu à cœur de mettre quand même quelque chose de côté, quoi. Voilà. Oui, oui, Tout en, on ne sait jamais pour pouvoir pallier un peu effectivement. à tout problème qui pourrait survenir. Donc, c'était ça, c'est une question de culture, quoi. Voilà. Effectivement, effectivement. Merci beaucoup pour ce partage, Aboubacar Chérif. Je me tourne vers Ali Koné également pour qu'il puisse nous dire à quel moment il a commencé à épargner et quelle est sa relation avec l'épargne. Donc, Monsieur Ali Koné, est-ce qu'on peut également avoir un partage à votre niveau? Le micro n'est pas activé, Monsieur Ali Koné. Monsieur Ali Koné, le micro n'est pas activé. Est-ce que vous nous entendez? Ouais, je vous entends. Est-ce que vous me recevez? Oui, oui, nous vous recevons. Bien, je pense que Monsieur Ali connaît un problème de réception. Donc, on va garder Monsieur Ali connaît la réponse de Monsieur Ali connaît au chaud, le temps qu'il puisse régulariser Vous la question de m'entendez? la connexion. Oui, nous vous entendons. Vous nous entendez également? Oui, oui. Bien. Donc, je Donc, demandais, quelle est votre relation avec l'épargne? À quel moment vous avez commencé à épargner? voilà, je disais, moi, j'ai commencé un peu tôt l'épargne depuis le lycée. Parce Bien. que, étant au lycée, parallèlement aux études, je Mhm, faisais une activité mhm. régénératrice des revenus. Donc, voilà, cela m'a permis quand même de garder un peu de sous de côté. Oui, Cette réserve également qui m'a permis aussi, qui m'a beaucoup aidé dans les études supérieures. super. Super. On voit qu'il y a un avantage hein, à épargner et tout cela. Et très tôt, cela vous a permis d'avoir une certaine gestion financière et de l'utiliser plus tard pour vos études. Félicitations. Monsieur Oka, Christophe a Merci. levé la main. On va lui laisser également la possibilité de nous partager son expérience de l'épargne. Monsieur Oka, Christophe, vous avez la parole. Vous activez votre micro. Oui, merci beaucoup. Je vous en Je, prie. vou- je voudrais, avant de répondre à votre question, Oui, merci, hein, c'est la première fois que je participe à cette rencontre. oui, Donc, je voulais dire merci déjà à celui qui a permis que je sois imprégné de cette rencontre. En l'occurrence, M. Aboubakar Chéri, qui a bien d'accord, voulu qu'il participe à cette rencontre. Bien, d'accord. Merci ceci à dit, Monsieur Aboubacar Chérif. il faut dire que épargner, euh, c'est pas une affaire d'aujourd'hui. Hein. Voilà, Mhm, depuis les années universitaires, oui, voilà, avec le peu qu'on gagnait, bon, on réussissait quand même à mettre de côté. oui, Quand on a suivi jusqu'à aujourd'hui dans la vie professionnelle, mhm, épargner tout simplement parce que, bon, c'est dit que mettre à tes besoins ou bien de oui, faire face à des situations imprévues, hein, mhm, parce que on vit, tu ne sais pas ce qui peut arriver. oui, Et un homme, quand tu avances, si tu n'as pas d'épargne à côté, mhm, si une situation arrive, je ne sais pas comment tu vas t'arranger. Donc, il est toujours bon de mettre quelque chose de côté oui, au cas où, dans un premier temps. Et puis, il est toujours bon de mettre quelque chose de côté oui, pour te permettre quand même de pouvoir quand même, voilà, faire face à certains problèmes et surtout se projeter pour réaliser certains projets. oui, Voilà, donc je pense que c'est ce qui m'a motivé
à participer à cette rencontre. D'accord, Monsieur Oka, Christophe. Merci beaucoup. Et vous avez énuméré un point important aussi essentiel qui va également meubler la conversation de ce soir, notamment l'investissement. Vous avez parlé de projet, donc ça veut dire qu'on va investir. J'ai envie de demander, puisqu'on parle également d'investissement, on ne parlera pas que d'épargne ce soir, mais on parlera également d'investissement. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà investi dans des projets à l'heure actuelle? Est-ce que je peux avoir des mains levées de personnes qui ont déjà investi dans des projets? Oui, vous ici qui a investi. On a 2 personnes, Ange Benoît Trifot. Je vais donc laisser la parole à Ange Benoît Trifot, qui, je ne sais pas s'il a un lien avec notre invité de ce soir, Stéphane Trifot. Il va nous le dire. Donc, Monsieur Ange Benoît Trifot, bonsoir. Soyez le bienvenu. Bonsoir. J'ai eu des difficultés à me connecter. C'est pour ça que je suis là à cette heure-là. Désolé du retard. Il n'y a pas de problème. Et rassurez-vous, vous n'êtes pas en retard. On démarrera pratiquement à 16h30. D'accord? Donc là, on a déjà pas mal de personnes connectées. Et je pense qu'après... Ça marche. Alors, merci. Je demandais tout à l'heure si vous avez déjà un lien avec Stéphane Trifot, parce que je vois le nom Trifot ici qui ont déjà investi. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre expérience de l'investissement? Bon, moi, j'ai investi dans des actions. Oui. Dans des actions sur le marché boursier. Oui. Donc, sur notre marché de la BRVM de lui et moi ici en Afrique. Oui. Et ça fait maintenant quelques mois que j'ai fait ces investissements-là. Donc, je sais pas si ça colle avec ce dont vous parlez, mais j'ai investi dans certaines actions. Donc, j'ai vraiment pas de... Bon, j'ai une expérience qui se passe bien pour le moment parce que mon portefeuille est en plus-value. Donc, voilà, tout se passe bien pour moi actuellement. C'est super, c'est super. Tout à l'heure, on aura l'occasion avec Stéphane Trifot de rentrer plus en détail sur la question de l'investissement et notamment les secteurs dans lesquels il est bon d'investir pour garder ses finances au beau fixe. Donc, on verra ça tout à l'heure. Merci beaucoup, Monsieur Ange Benoît Trifot, pour le partage d'expérience. Alors, resoyez encore les bienvenus ici à Agunda. Vraiment, on aime la convivialité. On aime vous avoir auprès de nous parce que chaque Meetup Agunda sont des moments exceptionnels où nous apprenons ensemble, où nous nous abonnissons mutuellement afin d'atteindre nos objectifs socio-professionnels. Nous sommes entre jeunes pour certains, pour d'autres, après la jeunesse dépend d'une personne à une autre. Donc, tout le monde est jeune en soi. Et nous sommes là parce que nous avons des objectifs. Nous voulons construire, nous sommes inspirés ou sinon motivés par certains thèmes qui sont développés, qui nous intéressent bien. Et nous avons auprès de nous des experts qui nous entretiennent sur la question. Alors, comment se fait les Meetup Live Agunda? Les Meetup Live Agunda se font selon 3 sections. La première section concerne l'interview. Donc, au cours de cette interview, c'est moi qui me chargerai de poser des questions à notre speaker d'aujourd'hui. À la suite de l'interview, vous aurez l'occasion également, chers invités, de pouvoir discuter directement avec notre speaker, lui poser vos éventuelles préoccupations et questions. Et à la fin, in fine de cette formation ou disons de ce meet-up, le speaker va nous donner un mot de fin qu'on appelle couramment ici à Agunda le sésame de l'expert. Donc, il nous donnera un sésame avant qu'on ne se dise au revoir. Je vous demanderai à chacun de bien vouloir
gardez vos micros fermés. Et si vous avez l'envie de prendre la parole, vous levez simplement la main et on vous donnera la parole. Sur ce, notre invité est avec nous ce soir. Il est déjà présent. Il était déjà là dans la salle lorsqu'on discutait entre nous. Je vais lui laisser la possibilité de se présenter à nous. Monsieur Stéphane Trifot, bonsoir. Monsieur Stéphane Trifot, est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, allô, nous vous recevons. Ah, voilà, 5 sur 5. Merci, je suis content. Bonsoir. Merci à vous, Ria Maken, de m'avoir invité à cette conversation. Je suis très, très, très content d'être là. J'espère qu'on va apprendre davantage les uns des autres. Je n'ai pas retenu la première question. Je suis prêt à y répondre. D'accord. Le plaisir, il est partagé, hein, Monsieur Stéphane Trifot. C'est nous qui sommes honorés de vous avoir parmi nous. Et la première question concernait votre personne. Donc, nous souhaiterions que vous nous parliez un peu de vous, donc vous vous présentez brièvement à nous. Et puis, à la suite, vous nous parlerez également de votre expérience dans la matière, dans le domaine de l'épargne et de l'investissement. Merci beaucoup et merci à nouveau de m'avoir invité. Merci à tous les participants qui sont là. Je m'appelle Stéphane Trifot, je suis journaliste économique, je travaille à la télévision nationale. Ça va faire maintenant 10 ans que je présente l'émission économique de la télévision nationale, qui est une émission panafricaine, donc qui nous permet de faire le tour de l'actualité économique de l'ensemble des pays du continent africain. On a travaillé sur l'Afrique du Nord, donc l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie, l'Afrique australe, Botswana, Afrique du Sud, sur l'Afrique centrale, on était au Gabon, au Cameroun, chez nous, bien sûr, l'Afrique occidentale, Côte d'Ivoire, Bénin, Mali, Togo, tous ces pays-là. Donc, voici à peu près qui je suis. Donc, je présente une émission économique à la télévision nationale et c'est une émission qui a une envergure panafricaine. Alors, la seconde question, c'est quel est mon retour d'expérience sur le sujet qui nous occupe. Bon, moi, je suis un vieil épargnant. Hein. Je suis un vieil épargnant. J'ai traversé plusieurs âges de l'épargne. Quand j'étais déjà plus petit, je pense que j'avais autour de 4 ans, on m'a offert une caisse. Vous avez les caisses, les tirelires, là. Voilà, donc c'est là que j'ai commencé à épargner jusqu'à ce que ma caisse soit pleine quand j'étais petit. Et c'est récemment que je me suis souvenu de ça, qu'il m'est arrivé quand j'étais tout petit d'épargner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour mettre de l'argent dedans. Et mon grand frère m'a dit « Ah, Stéphane, il faut qu'on casse la caisse, tout ça. » Je dis « Non, je ne veux pas qu'on casse la caisse. » Et puis finalement, il m'a convaincu qu'on a cassé la caisse. Et tout l'argent est sorti. Donc, c'est là où j'ai développé ma première règle sur l'épargne pour dire que l'argent, il ne faut pas le voir. Parce que le jour où on a vu l'argent, les pièces, les billets et tout ça, on a dépensé tout l'argent de la caisse jusqu'à aujourd'hui. Donc, la loi numéro 1 de l'argent, c'est que l'argent doit rester aussi caché que possible aux yeux. Donc, au fur et à mesure, donc, il y a eu des différentes expériences, des hauts et des bas. Mais il y a, depuis, je pense, 2023, je me suis consacré au développement de l'épargne parce que j'ai compris que quand je regarde l'économie du monde, quand je regarde les problèmes des pays africains, une des grandes solutions de nos pays, c'est une prise de conscience générale de l'importance de l'épargne et de la puissance de l'épargne pour transformer un pays. J'espère qu'au cours de cette conversation, on va y arriver, la puissance de l'épargne pour transformer le pays. Voilà. Donc, voici à peu près ce que je veux dire. C'est pour ça que je suis là, encore content d'être là pour continuer à faire la promotion de l'épargne pour transformer le pays, l'épargne pour transformer le continent et l'épargne pour nous assurer la paix et la sécurité. Donc, une des armes pour avoir la paix et la sécurité, c'est aussi l'épargne. Voilà ce que je veux dire en introduction. Merci beaucoup, Monsieur Stéphane Trifot. Alors, la deuxième question, et je pense que vous avez quand même un peu répondu à cette question parce que vous parlez de sécuriser le pays, vous parlez de transformer nos pays. On en viendra tout à l'heure. Mais déjà, pourquoi est-ce qu'il est important d'épargner et d'investir dès le début de sa carrière? Alors, je pense que je pense qu'il n'y a pas un thème aussi inspirant
que ce thème-là pour moi. Parce que ce que nous avons raté en cours de route, parfois, bon, nous aussi, notre génération, on n'a pas eu les mêmes problèmes que votre génération. Nous, on est arrivé dans les années 90 avec les crises, les grèves, les coups d'État 99. Après ça, 2000-2001, il y a eu 2002, deuxième tentative de coup d'État, le pays était au ralenti, les opportunités se faisaient rares, donc on n'a pas eu forcément le même parcours. Mais il est urgent aujourd'hui que les jeunes découvrent le plus tôt possible les avantages. C'est que dans une société, ceux qui s'en sortent, ça veut dire que ceux qui réussissent à réaliser leurs rêves, les rêves qu'ils avaient quand ils étaient jeunes, ils sont très peu nombreux. Numéro 1, ce sont les enfants des riches qui deviennent riches en général. Donc, je répète, si vous êtes né d'un parent qui est riche, en général, vous avez une propension, une tendance à devenir riche. D'accord? Si vous n'êtes pas né d'un parent riche, il faut que ceux qui ne sont pas nés de parents qui sont eux-mêmes riches, qui leur ont laissé un héritage, puissent faire un effort supérieur pour sortir de leurs conditions. Maintenant, le peu de personnes qui changent leur vie, ils sont très peu nombreux. Peut-être 1% de la population qui arrivent à sortir de leur situation familiale pour s'élever au niveau les plus élevés de la société, comme ils le rêvaient quand ils étaient enfants. Et nous tous, on rêve quand on est enfant d'arriver à un certain niveau, mais on n'y arrive pas si on ne fait pas attention. Donc, une des règles qui permet aux jeunes de s'affranchir et qui permettra d'accélérer le nombre de jeunes qui commencent à travailler et qui finalement se réalisent dans la société, c'est l'épargne et l'investissement dès le départ. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle qu'on appelle la règle de l'intérêt que vous connaissez, l'intérêt composé, qui signifie que plus tôt vous commencez à épargner, plus vous pouvez vous mettre en retraite avec un capital qui sera de plus en plus énorme, tandis que celui qui commence à épargner plus tard, à la fin de sa vie, aura de plus en plus de difficultés. Première des choses. Ça, c'est sur l'épargne, hein. C'est même sur l'épargne. Première des choses. Deuxième des choses, sur l'investissement. L'investissement est une matière qui s'apprend. Donc, plus tôt vous commencez à investir, plus tôt vous maîtrisez les règles de l'investissement et moins vous êtes censé faire des erreurs lorsque vous arrivez vers la fin de votre carrière. Donc, un investissement qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence financière? C'est comme le temps avec plus et donc gagner plus d'argent. Lorsqu'une personne est capable de gagner, pour avoir investi 15 millions, elle est intelligente financièrement. Mais lorsqu'une personne gagne pour avoir investi 5 millions, 1 million. Si quelqu'un investit 5 millions et qu'il gagne 20 millions en 2 jours, il est plus intelligent que celui qui investit 5 millions et qui gagne 20 millions en 30 jours. Vous comprenez? Donc, oui, l'intelligence financière en matière d'investissement évolue au fur et à mesure et donc plus vous commencez tôt, plus votre intelligence augmente et lorsque vous aurez 10 ans de carrière, vous aurez une facilité, une intuition à prendre plutôt que, en fait, cet investissement-là, je sens qu'il va me rapporter du 20%, du 30%. Ici, je ne sens pas. Ici, je vois que ça va pas se passer comme ça. Je sais que je peux pas faire cela. Donc, l'intérêt de commencer à investir tôt, et je recommande les marchés financiers dont tout à l'heure, je recommande les marchés financiers parce que ça vous permet de travailler et en même temps sans être obligé de quitter votre emploi et de vous occuper pour justifier qu'il faut commencer tôt. Et ça, c'est les quelques raisons que j'ai pu commencer. J'espère qu'on aura le temps d'aborder tous les sujets. Merci beaucoup, M. Stéphane Trifot.
Alors maintenant qu'on sait qu'on a les raisons pour lesquelles il est important d'épargner très tôt, dès le début de sa carrière et même d'investir, j'ai envie de vous demander les différentes méthodes d'épargne et d'investissement également. Mais on va d'abord se concentrer sur l'épargne et puis la question suivante, on parlera d'investissement. Donc, les différentes méthodes d'épargne aujourd'hui qui s'offrent aux jeunes professionnels. Alors, je vais essayer de ratisser le plus large possible pour pouvoir permettre d'aider tout le monde. La première épargne qui s'offre aux jeunes professionnels, c'est l'épargne qu'on appelle l'épargne retraite. Souvenez-vous que ce que vous payez systématiquement à la CNPS est une épargne retraite. Ce que vous payez lorsque vous êtes fonctionnaire à la CEGRAE en Côte d'Ivoire, je ne sais pas s'il n'y a que des Ivoiriens ici, mais la CEGRAE en Côte d'Ivoire, c'est la caisse de générale des retraités, des caisses générales de retraite des agents de l'État. Voilà, des agents de l'État, CEGRAE. D'accord? Donc, caisse générale de retraite, voilà, des agents de l'État. Et donc, si vous êtes dans un autre pays, il y a une caisse générale à la CEGRAE payer les travailleurs du secteur privé quand ils vont à la retraite. Donc, la première épargne qui s'offre à nous, c'est l'épargne retraite. Donc, qui dans nos pays est obligatoire. D'accord? La deuxième méthode d'épargne, il y a une épargne que je vais appeler une épargne de sécurité. Ça veut dire qu'au cas où vous avez une difficulté, un problème, une urgence, vous devez aller prendre dans cette épargne-là pour résoudre les problèmes. Il y a une autre épargne qui est une épargne d'investissement. Et donc, qui vous permet d'épargner pour investir plus tard. Donc, ça, c'est les différents types d'épargne. Et on peut diviser l'épargne sécurité. La première, ça peut être une épargne au cas où vous avez une urgence à la maison. Ça peut même être une épargne destinée à anticiper le décès des parents. Donc, ça peut être une épargne destinée à anticiper les cas de maladie. Vous comprenez bien. Donc, le décès des parents me permet de toucher à une autre épargne qui est l'épargne en assurance qu'on appelle l'assurance vie. Il y a des épargnes une épargne qu'on appelait IACO et tout ça. Donc, vous avez un parent, vous décidez dès le départ, sachant que vous êtes intelligent, vous savez que personne ne vit éternellement. Les gens qui étaient nés en 1700 ne sont plus là. Aucun être humain qui était né en 1700 n'existe encore. Donc, vous êtes conscient qu'en tant qu'un fils responsable, vous allez être amené à payer pour le décès de vos parents. Pas besoin de leur dire ça. Vous prenez leur papier, vous souscrivez à une assurance, vous payez très peu. Et puis, le jour où il y a ce décès-là, l'assurance vous vient en aide. Donc, il faut prendre une assurance sérieuse. Donc, tout ça, c'est différentes méthodes d'épargne. Et une méthode d'épargne, maintenant, qui va toucher à l'investissement, c'est l'épargne sur les marchés financiers. Pourquoi c'est important? Je vous explique ce que fait la CNPS, la CEGRAE et les compagnies d'assurance. La CNPS, lorsque vous lui donnez votre argent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend cet argent, elle a à peu près 800 milliards de francs CFA, peut-être même ils sont passés à 1000 cette année, à peu près 800 milliards de francs CFA sur les marchés, surtout leurs actifs. Donc, l'argent qu'on leur a donné, ils ont distribué sur plusieurs actifs, y compris sur la bourse. Donc, les 800 milliards, ils ne les gardent pas, ils les investissent. Ils ne les gardent pas seulement en banque, ils les investissent sur les marchés financiers pour pouvoir faire du 5%, du 10% chaque année pour que l'argent augmente et que, in fine, lorsque vous passerez à la retraite, le pactole accumulé soit tel qu'on puisse payer correctement les gens qui vont à la retraite. Et c'est pour ça que le directeur général de la CNPS a dit que dans quelques années, les retraités ivoiriens seront des retraités riches. Pourquoi? Parce qu'ils prennent l'argent que vous leur donnez, ils les placent sur les marchés, ils sont rétribués et ça augmente l'argent que vous avez. Donc, si la CNPS le fait, pourquoi nous ne le ferions pas? D'où l'importance, nous aussi, de placer une partie de notre épargne sur les marchés financiers. Et en général, le produit qui est recommandé pour être plus simple, ça s'appelle les fonds communs de placement. On en parlera. Donc, vous avez donc une épargne retraite. Vous pouvez faire une épargne complémentaire pour la retraite, pour faire une épargne pour l'étude des enfants, etc., etc. Maintenant, si Ria Maken me demande comment on épargne, mes amis, souvenez-vous de la règle que j'ai donnée au début.
l'argent, on ne doit pas le voir. Quand tu le vois, il a tendance à disparaître. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, il faut protéger l'argent de nos yeux autant que possible. Donc, ce que je recommande, si vous travaillez et que vous avez un virement bancaire, c'est de faire automatiquement des prélèvements qui vont sur différents comptes. Donc, vous pouvez ouvrir un compte d'épargne destiné à recevoir de l'argent pour les imprévus. Un compte d'épargne destiné à recevoir de l'argent pour, je ne sais pas moi, pour les études des enfants. Vous avez un compte, un fonds commun de placement. Faites autant que vous pouvez. Et vous demandez à la banque de faire des virements spécifiques sur l'ensemble de ces comptes-là. Comme ça, si vous avez 500 000 ou 300 000, vous savez que vous avez une épargne, je ne sais pas moi, de 200 000 qui va et vous vous débrouillez avec les 300 000 qui restent. Et c'est le dernier point sur lequel je veux revenir. L'épargne consiste à vivre, à s'efforcer de vivre avec l'argent qui nous reste quand on a fini d'épargner. Et ça, ce n'est pas pour être pauvre. Parce qu'il y en a qui vont dire que oui, non, c'est un exercice. Dès que vous maîtrisez cet exercice-là, vous allez vous rendre compte que vous allez commencer à prospérer. Voilà, je vais m'arrêter là pour attendre les autres questions. Merci beaucoup, M. Stéphane Chrifo. C'est tellement édifiant de vous écouter et on en apprend plus sur les dimensions de l'épargne. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des fonds de placement commun. Donc là, on est dans l'investissement. On va revenir là-dessus au niveau de cette question. Vous allez nous donner davantage d'informations sur les placements de base que vous recommandez aux jeunes professionnels qui débutent. Merci beaucoup. Alors, honnêtement, si vous débutez, allez-y en bourse. Pourquoi? Parce que tous les parents, par exemple, recommandent qu'il faut acheter un terrain. Ok, moi, mon père m'a dit ça. Mais on n'a pas toujours, quand on débute, les moyens d'acheter un terrain. Donc, si vous avez une épargne, si vous arrivez à épargner 10 000, 20 000 par mois, allez-y en bourse. Concentrez-vous sur ce qu'on appelle les fonds communs de placement, comme disait tout à l'heure Ria Maken, ou alors sur le marché financier directement avec des actions ou des obligations. Mais la première des choses, si vous avez un petit revenu, allez en bourse. La bourse va vous enseigner plusieurs choses. Moi, j'ai un compte d'épargne et j'ai plusieurs comptes en bourse. Mais il m'arrive d'aller prendre, quand je suis coincé, l'argent qui est sur mon compte d'épargne, mais il ne m'est jamais arrivé de prendre 5 francs sur mon compte en bourse. Parce que l'argent qui est sur mon compte d'épargne, si vous voulez, c'est comme de l'argent qui est oisif. C'est comme de l'argent dans ma poche, en fait. Mais quand j'ai de l'argent sur mon compte titre, c'est comme si j'ai acheté une voiture, mais j'ai acheté une maison parce que cet argent a acheté un actif dont je suis propriétaire. Si j'ai acheté les actions d'Orange, par exemple, je suis propriétaire d'Orange. Je n'ai pas envie de perdre ces actions-là. Je veux dire, ce n'est pas seulement de l'argent que j'ai placé qui est stérile, c'est un argent pour lequel je reçois les bilans de la société, je reçois les invitations aux assemblées générales, je reçois les dividendes, je vois quand l'action monte, quand ça descend, je vois quand j'ai une bonne nouvelle qui m'apprend que le marché commence à bouger, je me dis qu'il faut que j'aille dessus ou pas. Donc, la première des choses, c'est que le fait d'investir et de placer son argent sur les marchés financiers, ça vous exerce à déposer de l'argent sur des actifs que vous n'avez pas envie de perdre. Donc, premièrement, ça sécurise votre argent. Donc, je recommande aux jeunes professionnels de commencer par là. La deuxième des choses, c'est que ça vous enseigne le business, mes amis. Être investisseur en bourse change votre intelligence. Ça crée en vous une intelligence du monde des affaires. Récemment, j'ai acheté des actions de la CIE. Les actions de la CIE étaient très, très, très basses. Pourquoi j'ai acheté les actions de CIE? Mais parce que j'ai compris que le gouvernement a augmenté le prix de l'électricité. Je me suis dit automatiquement que si le prix d'un produit augmente et que le nombre de consommateurs augmente, normalement, le prix de la chose devrait augmenter. Donc, je suis allé sur CIE où c'était à 1000, je sais pas, 1500. Aujourd'hui, le CIE, quand j'ai regardé, je pense hier ou avant-hier, ils sont passés à 2000. Ça veut dire qu'en quelques semaines, hein, ça veut dire que si vous aviez mis 15 millions sur CIE, en 2-3 semaines, vous serez passé à 20 millions. Bon, est-ce que ça n'a pas plus de valeur que
Quand vous avez cette analyse, hein, ça a plus de valeur qu'un terrain, parce que n'oubliez pas, je vais revenir sur les terrains, mais la valeur des terrains n'augmente rapidement en Côte d'Ivoire que parce que le goudron progresse rapidement. Suivez bien ce que je dis. Je répète, la valeur des terrains augmente rapidement que parce que le bitume progresse rapidement. Deuxièmement, la valeur augmente parce que l'urbanisation et les infrastructures, et on peut mettre un supermarché, ça augmente rapidement. À un moment donné, ça va se bloquer. Sur l'immobilier, je vais revenir parce qu'il y a le projet du gouvernement où ils sont en train de faire 25 000 appartements. Je vais expliquer comment est-ce que ça va avoir une incidence sur le prix du logement. Mais en général, l'importance de l'épargne tôt, de l'investissement tôt sur les marchés financiers, c'est que ça vous permet d'avoir une intelligence du business. Vous savez que vous commencez à comprendre que lorsque l'État prend une décision, ça a une influence sur le business. Vous commencez à comprendre que lorsque le DG est un malot qui vole, malot, je ne sais pas si on est tous ivoiriens ici, même malot, c'est quelqu'un qui fait des fraudes, des détournements et tout ça, ça peut jouer sur l'économie de la société. Donc, vous apprenez vous-même, en étudiant le marché financier, l'entrepreneuriat sans vous en rendre compte. Bon, une fois qu'on a dit ça, je ne sais pas s'il y aura d'autres questions pour que je détaille actions, obligations, fonds communs de placement. Une fois qu'on a dit ça, la bourse n'est pas le seul moyen d'investir. Vous pouvez investir en ce qu'on appelle les assurances vie. Ça n'a rien à voir avec l'assurance auto, l'assurance santé. L'assurance vie, c'est une solution d'épargne. Et puis l'assurance vie, même si vous avez des problèmes, on ne peut pas toucher à l'argent qui est sur une assurance vie. Donc, les hommes politiques, souvent, quand ils ont peur que le régime change, ils mettent leur argent en assurance vie. Donc, il y a une forme de sécurité sur les assurances vie. Et puis, bien sûr, il y a les terrains. Il y a l'immobilier et comment ça s'appelle? L'immobilier et le foncier qui vous permet d'acheter des terrains. Et bien sûr, on recommande que si vous n'avez pas suffisamment d'argent pour acheter des terrains à Abidjan, achetez des terrains partout au village, n'importe où. Parce que pour ceux qui sont allés à Odiéné, Dondiali, Korogo, tout ça, le développement arrive à une vitesse trop rapide. Nous, on est allé en mission à Korogo. On n'avait pas de place, pas de chambre d'hôtel. Et donc, du coup, les citoyens se sont transformés en Airbnb. Donc, ils ont des maisons, ils construisent des maisons, ils mettent ça en location et c'est tout en plein. En tout cas, à une époque, c'est tout en plein. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de limitation en matière territoriale pour pouvoir faire des investissements. Je ne dis même pas immobilier, foncier. Si vous avez intérêt à 200 000, 300 000, 500 000, vous pouvez déjà le faire. Maintenant, ce qui est intéressant, et puis bon, j'ai beaucoup de choses que je peux expliquer, mais je préfère donner la parole à Ria Maken, et si elle n'est pas satisfaite de l'étendue des réponses, elle pourra toujours creuser. Donc voilà ce que je peux dire. Un jeune professionnel doit investir en bourse. C'est la première des choses. Ça lui enseigne d'avoir des rendements élevés. Et je vais terminer sur la bourse. On recommande aux jeunes professionnels qui sont jeunes d'investir sur des actions parce que les actions peuvent passer du simple au triple en quelques années. On recommande à ceux qui sont beaucoup plus vieux d'investir sur des obligations parce qu'ils ne peuvent pas perdre leur capital. Bon, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Merci. Merci beaucoup, Stéphane Trifot, pour tous ces éléments de réponse. Alors, moi, j'ai envie de vous demander les défis auxquels aujourd'hui les jeunes sont confrontés. Quand on va parler d'épargne, quand on va parler d'investissement, j'imagine qu'on a des contraintes, qu'on est confronté à certains défis et tout. Donc, vous qui êtes un expert, quels sont les défis généralement auxquels se confrontent ou se heurtent les jeunes quand ils veulent épargner ou investir? Merci beaucoup. Premier défi, d'abord, tous les défis sont premier par la famille, le poids de la famille. Il y a des familles où les gens ils sont aisés, chacun s'en sort, mais il y a des familles où les gens ne s'en sortent pas. Et la plupart des gens en Afrique ne s'en sortent pas. Donc, le gars, il commence à travailler, il doit s'occuper de son frère, il doit s'occuper de son cousin, il doit s'occuper de sa maman, il doit s'occuper de son papa, il doit s'occuper de tout ça. Donc, c'est le premier défi. Et dans ce défi-là, il y a le fait qu'il y a les jeunes filles qui sont vraiment très déterminées
à sauver leur maman, je suis l'espoir de ma famille, je dois me battre, et qui prennent parfois des décisions qui n'en valent pas la peine. Donc, voilà, on s'invente que des fardeaux. Donc, premier problème, c'est le poids, c'est le niveau de revenu des jeunes travailleurs qui commencent à travailler. Donc, ils n'ont pas suffisamment de revenus, donc ils sont pas et puis, j'ai oublié, parallèlement à ça, il y a le coût de la vie qui augmente, il y a les loyers qui augmentent. Donc, le gars, il a son salaire, mais il voit qu'il ne peut rien faire avec ça. Il voit, je n'ai pas dit qu'il ne peut rien, mais dans sa tête, il voit qu'il ne peut rien faire avec le salaire. Il y a des solutions pour ça. Mais lui, il se dit qu'il ne peut rien faire. Pourquoi même il va aller épargner? Pourquoi il irait épargner? D'accord? Donc, il y a le niveau de revenu lorsqu'on commence qui est une contrainte. Et il y a des décisions à prendre. Je répète, quand vous avez un niveau de revenu qui est une contrainte, vous avez des décisions à prendre. Donc, il faut qu'on parle de ces différentes décisions qu'on peut prendre. Donc, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, lorsque vous avez en Afrique, dans toute la une chose, mode de vie qui nous pousse à dépenser. Voilà. Les maquis, les boîtes de nuit. Vous n'avez pas encore les moyens. Les maquis, les boîtes de nuit, vous n'entendez pas le prix des boissons là-bas. C'est pour ceux qui ont les moyens, en principe. Donc, les maquis, les boîtes de nuit, les téléphones excessivement chers et tout ça, les vêtements chers, des loyers chers, des voitures qui coûtent cher. En fait, si tu veux, c'est un désordre financier. C'est un désordre financier. En finance, on met les petits plats dans les grands. Donc, on met en bas un grand plat. Ensuite, on met un plat qui est un peu plus petit. Ensuite, on met un plat. Un plat, c'est une assiette, hein, un peu au fur et à mesure jusqu'au plus petit. C'est ça en finance. Mais celui qui veut prendre un petit plat et mettre un grand plat dedans, il se désorganise. Donc, il y a toute la distraction qu'il y a sur les réseaux sociaux. Il y a toute la distraction qu'il y a à la télévision qui pousse les jeunes à vouloir vivre un rythme de vie qui n'a rien à voir avec leur niveau de revenu et qui parfois les pousse dans certains vices qui ont encore d'autres conséquences. Donc, c'est les trois grands problèmes. Premièrement, le poids de la famille. Deuxièmement, le poids du salaire qui est petit au début de la vie professionnelle. Et troisièmement, le poids de la société qui nous pousse à consommer, à dépenser inutilement. Et puis, je pense que, voilà. Et puis, il y a l'État aussi qui joue son rôle dans cette histoire. Voilà, si vous voulez, les trois grands éléments que je voulais noter qui ne facilitent pas la vie aux jeunes, plus les choses qui dépendent de l'État. Voilà. Ria Maken, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Désolée, j'avais fermé le micro par inadvertance. Donc, je disais que tout à l'heure, vous parliez des décisions qu'on doit prendre quand on a un revenu financier qui est bas. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Merci beaucoup. Avant de parler de ça, je veux dire que l'épargne n'est pas un choix, c'est obligatoire. Il y a une définition de l'épargne en économie qui dit que l'épargne, c'est ce qui reste quand on a fini de payer toutes ses charges. OK. Évitons ça. Évitons de nous mettre dans ça. L'épargne est obligatoire, prioritaire, et l'épargne est une charge. Donc, il faut considérer l'épargne comme une charge. Donc, moi, je ne veux pas qu'on négocie sur le fait d'épargner. Épargner est obligatoire. C'est une charge comme ton transport, ta nourriture, ton loyer. Bon. Donc, lorsque vous avez donc un revenu qui ne vous suffit pas selon vous, vous ne devez pas vous dire « je n'épargne pas ». Vous devez vous dire que l'épargne est obligatoire parce que c'est une charge. Vous ne pouvez pas épargner parce que vous dites qu'avec les 150 000 que je reçois, j'ai 50 000 francs de transport, j'ai 50 000 francs de nourriture, j'ai 50 000 francs de loyer, je ne peux pas épargner. Vous devez considérer la nourriture, le transport et le loyer comme étant une charge au même titre que l'épargne. Ça, c'est la première des choses. Donc, je veux déjà qu'on soit d'accord que le montant de votre salaire, fût-il de 25 000, n'est pas suffisant, enfin, ne justifie pas que vous disiez que vous n'épargnez pas parce que l'épargne est obligatoire. Dès qu'on a dit ça, voici les choses qu'il y a à faire.
Si vous êtes convaincu que vous devez épargner et que vous trouvez que votre salaire ne vous suffit pas, la première des choses, c'est de diminuer les charges. Étape numéro 1. Si vous êtes chez vos parents, supportez d'être chez vos parents. Je vous explique. Souvent, on sort de la maison par orgueil. Moi, j'étais chez mon père. J'habitais chez lui. Il a un appartement à Cocody-Sogefia, pas loin de la RTI. Et un jour, on a eu des problèmes de famille. Et moi, les garçons habitaient là. Et moi, comme j'ai vécu longtemps dans la guerre à Bouaké, donc je suis habitué aux positions un peu difficiles. J'ai vécu plusieurs mois bloqué à Bouaké. On est sorti par la route. Je suis sorti par la route pour la Yamoussoukro. Je suis revenu à Bouaké. On a duré. On est ressorti encore par la route, etc., etc. Bon. Donc, moi, je dormais souvent au balcon. Et dans ce cas-là, j'étais au balcon. Et quand on a ce problème familial qui a éclaté, moi, je n'étais pas du tout concerné. Et puis, mon père a commencé à crier pour dire que vous voulez diviser la famille. C'est ça que vous voulez diviser la famille et tout ça. Et moi, bon, j'essayais de comprendre. Après, il vient vers moi pour dire, tout ça, c'est à cause de celui-là. Je lui dis, celui-là, c'est qui? Il dit, c'est à cause de toi, moi. Vous êtes au salon en train de faire vos problèmes. Moi, je suis assis au balcon, couché au balcon, en train de réfléchir à mon avenir. Il dit, c'est lui. Donc, un problème qui ne me concerne pas. Il dit que c'est lui c'est toi qui es la source. Je dis, mais Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Comment est-ce que je suis la source des problèmes? Il dit, mon grand frère est là, ma soeur est là, ma petite soeur est là, mon petit frère, tout le monde est là, et c'est moi seul qui suis la source des problèmes. Je dis, mon papa, je le suis. Je dis, bon, explique. Il dit, mais si tu prenais ta vie un peu plus au sérieux. Je dis, mais ce qui se passe, moi, le lien entre moi qui ne prend pas ma vie au sérieux et puis le problème, c'est quoi le lien? Je me suis dit, en fait, le monsieur, il en a marre de me voir. Pourtant, nous tous, on est là, mais moi, il en a marre de me voir. En fait, je l'énerve. Et donc, je suis sorti, je suis allé prier Dieu pour dire à Dieu, Dieu, vraiment, trouve-moi une autre maison. Moi, je ne retourne plus là-bas parce qu'on ne m'aime pas beaucoup là-bas. Donc, je suis allé, j'attendais que Dieu m'envoie. Je ne sais même pas comment, en fait, tu vois. J'étais un peu stupide. Que Dieu m'envoie une j'étais déjà diplômé, hein, j'avais déjà ma maîtrise. Que Dieu m'envoie une solution. Vers 17h, 18h, 20h, 19h, 20h, j'ai vu que je n'avais pas de solution. Je lui ai dit à Dieu, bon, apparemment, tu veux que je retourne chez mes parents. Moi, je suis retourné. Voilà. Si j'avais eu la moindre solution, je serais parti. Mais par orgueil, écoute-moi, tu n'as pas d'argent, tu dors au balcon de ton père, tu es pauvre, tu es dans les difficultés. Tu veux aller où? Tu veux aller te prostituer? Un garçon qui se prostitue? Donc, la première des choses, c'est que si vous n'avez pas de revenus suffisants, de grâce, restez chez vos parents. S'ils ne vous chassent pas, ne quittez pas la maison familiale par orgueil. Je donne mon cas. Mon cas, c'est un cas un peu extrême, mais ça arrive. Voilà. Donc, ne quittez pas la maison familiale par orgueil. Première des choses. Deuxième des choses, dépensez le moins. Bientôt, on aura le métro d'Abidjan. Bientôt, on aura le BRT qui va relier depuis Bingerville jusqu'à Yopougon, depuis Yopougon jusqu'à Bingerville. Il y aura un deuxième BRT, c'est un bus rapide transit. Donc, c'est une voie exclusivement dédiée au bus qui va quitter le Latry jusqu'à Angré. Donc, Cocody-Latry, là, jusqu'à Angré. Toutes ces solutions sont là pour qu'on dépense le moins. OK? Ça, c'est premièrement. Donc, restez chez les parents pour ne pas payer de loyer. Deuxièmement, mais si vous pouvez contribuer un peu, contribuer. Hein. Deuxièmement, réduire les dépenses de transport. Troisièmement, mangez le moins cher possible. Vous êtes jeune, vous n'allez pas mourir. Mangez le moins cher possible. Juste pour pouvoir dégager un excédent pour épargner. Et puis, débrouillez-vous pour ne pas tomber malade. Voilà. Évitez les maladies sexuellement transmissibles, évitez le palu, évitez les caries dentaires, évitez des choses comme ça qui vont vous faire dépenser, faites du sport au besoin, contrôlez votre alimentation. Tous ces éléments que vous devez contrôler là, ce sont des éléments qui sont importants pour ne pas que vous dépensiez inutilement le peu d'argent que vous aurez accumulé. Choisissez entre deux entreprises, celles qui vous proposent une assurance maladie, optez pour elle plutôt que pour une entreprise qui ne vous propose pas d'assurance santé.
Si vous savez que vous ne supportez pas le froid, ne vous exposez pas au froid, même si vous êtes amoureuse du garçon qui vous envoie dans un endroit glacé. Vous ne supportez pas le froid, vous ne supportez pas le froid. Si vous ne supportez pas la chaleur, même si vous êtes amoureux de la jeune fille qui vous envoie dans un endroit qui est chaud, dites que ce n'est pas bon pour vous. Pourquoi? Parce que votre argent en dépend. Bon, quand vous avez des chaussures, que vous marchez, avant de commencer à marcher, allez-y, comment on dit ça? Souder, comment on appelle ce truc-là? Le truc qu'on met sous les semelles là. Bon, mettez des semelles épaisses pour ne pas finir les chaussures, pour ne pas les détruire trop vite. Évitez que la pluie vous tombe sur les chaussures. Bon, vous comprenez. Donc, ça, c'est la première étape qui est la réduction des dépenses et le fait de ne pas avoir d'orgueil. Et ça aussi, c'est un autre problème. Vos amis ont des iPhones. Vous n'avez pas d'iPhone et vous vous sentez diminué parce que vous n'avez pas d'iPhone. Ce n'est pas ça le problème. C'est combien d'épargne vous avez. Donc, il faut qu'on déplace l'orgueil de la jeunesse. L'orgueil de la jeunesse ne doit plus être lié au iPhone, au type de téléphone qu'on a, mais on doit déplacer cet orgueil-là vers la quantité d'argent que j'accumule. Bon. Donc, première étape, écoutez-moi bien, comme on n'avait pas assez d'argent, c'est de maîtriser les dépenses. C'est un exercice, maîtriser les dépenses pour dégager des revenus. Mais maîtriser les dépenses, ce n'est pas la seule solution, ça ne suffit pas. Deuxième des choses, vous devez changer de boulot. Regardez. Donc, premièrement, maîtriser les dépenses. Deuxièmement, augmenter de revenus. Augmenter les revenus. Et la solution pour augmenter les revenus, c'est de changer de boulot. Premièrement, donc de vous développer, de continuer à performer, d'être excellent au travail jusqu'à ce que vous ayez soit une promotion à l'intérieur de votre société pour avoir un meilleur salaire, soit que vous puissiez postuler ailleurs pour aller dans une société qui vous paye mieux. Donc, première étape, contrôler les dépenses.